Bonsoir, donc on commence avec quelques minutes de retard et je m'en excuse, on a des petits soucis techniques. Donc, bienvenue à cette première rencontre sur mesure. Donc, le principe des rencontres sur mesure, c'est donc de parler d'ouvrages, d'œuvres qui nous parlent, auxquelles on est sensible. Et donc, cette première rencontre sur mesure sera consacrée au livre de Gilles Rabin, Berlin est une gare. Alors, c'est un livre qui nous propose une traversée de Berlin tant au sens géographique qu'au sens d'une traversée de l'histoire de la ville. Alors, on pourrait dire en quelque sorte, comme le livre est centré sur la gare de Friedrichstraße, on pourrait dire que la gare de Friedrichstraße serait en quelque sorte pour Gilles Rabin un genre enfin, ce que serait la gare de Perpignan pour Dali, une sorte de centre du monde. Mais il pourra peut-être confirmer ou infirmer ce que je dis. Alors, on va discuter avec plusieurs personnes. On va discuter avec Pascal Laborier qui a préfacé le livre, avec Luc Xavitsky, avec Olivier Lénaud, avec Benjamin Gentil et j'ai oublié quelqu'un. Bon. Alors voilà, donc, donc cette rencontre sera scandée par trois extraits du livre qui sont lus par Amandine Thirier, comédienne, chanteuse et cofondatrice de Sur Mesure. Voilà, donc peut-être on va commencer par un extrait précisément pour se mettre dans le bain, pour se mettre dans le ton du livre, et après quoi on reviendra vers Gilles et on pourra commencer à discuter avec lui. Ah oui, je précise une chose, la meilleure expérience pour regarder cette rencontre, c'est de ne toucher à rien au niveau de l'affichage, puisque nous allons mettre en évidence en plein écran soit les intervenants, soit les extraits, etc. Et vous pouvez évidemment à tout moment discuter dans le chat, poser des questions, etc. Donc, la rencontre va durer à peu près 1 heure et on gardera du temps à la fin de la rencontre, éventuellement, pourquoi pas pour discuter de vive voix ou pour poser vos questions, les questions que vous aurez posées à travers le chat. Mais tout d'abord, on va écouter et regarder un premier extrait du livre. Si Berlin m'était compté. Une statue dans la rue qui longe la gare aérienne Friedrichstraße à Berlin. 2 groupes d'enfants se tournent le dos. Les uns bien habillés et fiers, la valise faite, marchent d'un pas décidé. Les autres, plus dépareillés, semblent hésitants, un brassard au bras. La valise est ouverte et une poupée, un baigneur symbole de l'enfance, est disloquée. La statue se nomme « Train vers la vie, train vers la mort ». Vers la vie, pour les enfants de juifs allemands partis le 30 novembre 1938 vers la Grande-Bretagne et la vie sauve. À Londres, une statue identique les attend à la gare de Liverpool Street, mais aussi à Vienne et à Gdansk. En tout, plus de 10 000 enfants seront sauvés. Vers la mort, pour ces enfants qui s'en iront plus tard vers les camps de concentration et dont il ne reste que la mémoire. Le curieux qui s'arrête devant ce monument peut lire sur les murs de la gare que la Reichsbahn, chemin de fer allemand, facturait à la communauté juive ce transport à hauteur de 4 Pfennig pour les adultes et 2 Pfennig pour les enfants. À Berlin, même les gares semblent ne jamais vouloir oublier cette histoire. Des traces de balles sur les monuments, jusqu'aux graffitis russes dans les caves du Reichstag, tout ici rappelle ce passé. Pourtant, la ville ne fut jamais un haut lieu du nazisme quand les élections étaient encore libres au début des années 30. Pas très loin d'ici, à Alexanderplatz, un monument rappelle un soulèvement de population vers la fin de la guerre pour protéger des Juifs. Berlin est marqué pour l'éternité. Cette gare, sur l'une des rues principales de Berlin-Mitte, aime les symboles. Avant la chute du mur, on passait par là, d'ouest en est et d'est en ouest, en train, comme on le faisait à pied pour Checkpoint Charlie. La gare des pleurs, comme la surnommaient les Allemands de l'Est, avait fait l'objet d'une mise en scène sophistiquée, afin de décourager le visiteur souhaitant découvrir le paradis du socialisme réel en terre allemande. En descendant du train, vous preniez un labyrinthe qui plongeait dans les entrailles de la gare. Ce couloir semblait interminable. Vous entriez alors dans une guérite dont la porte se fermait d'un bruit électrique. En face de vous, une autre porte close et vous surplombant, une large vitre. Là,
un VoPo, Volkspolizei pour police du peuple, inspectait longuement, très longuement, vos papiers. Au bout de ce temps interminable et mis en scène, vous entendiez le bruit sourd d'un tampon. La porte en face s'ouvrait enfin avec ce même bruit électrique. Pour l'adolescent de 18 ans qui découvrait Berlin-Est, ces souvenirs sont toujours présents, 40 ans plus tard. Bienvenue en République démocratique allemande, et non pas d'Allemagne, au contraire de la grande sœur de l'Ouest qui, en conservant le nom, assumait l'histoire. Ici, on est du côté des résistants, des antifascistes, comme l'aurait dit en 1945 en France le parti des fusillés. Berlin a été, est et restera une île. C'est un monde à part entière, aussi peu allemande que New York est américaine. Les chauffeurs de taxi y sont moins aimables qu'à Paris. La première fois que vous entrez dans une boutique, vous savez que vous êtes à peine toléré. La tombe de Brecht, le long d'un petit mur, est à 2 pas de l'immense synagogue à la coupole dorée d'Orienenburger Straße. La chancellerie ressemble plus à une machine à laver qu'à un palais présidentiel. La ville est presque sale, et on traverse sur les passages quand le pictogramme du piéton sur le feu est bien rouge. La gare Friedrichstraße aime se mirer dans cette image. Ici est né le Berlin moderne. Ici a fleuri l'industrie ferroviaire. Ici, les folles années 20 ont longtemps cherché l'apocalypse à venir comme un dernier concert sur le pont du Titanic. Ici, Berlin-Ouest croisait Berlin-Est. Ici, la réunification a trouvé son symbole avec l'ouverture d'un café né à Bonn qui a déménagé à Berlin pour suivre le gouvernement et lui permettre de continuer à boire la meilleure bière du monde. La Kölsch était la seule que les habitants de Cologne ou de Bonn pouvaient boire avant la réunification. Aujourd'hui, la gare centrale est réservée aux trains régionaux et de banlieue. Maintenant, Friedrichstraße voit passer les trains de long cours vers la gare centrale si grande et si présomptueuse. C'est comme si Berlin voulait redevenir le centre de l'Europe. Friedrichstraße est devenue hybride, moitié gare, moitié centre commercial, où tout s'achète et tout se vend. Cette gare, c'est Berlin en résumé. Exubérante et timide, commerciale et nostalgique, prussienne et cimétèque, bobo et gouvernementale. Bienvenue à Friedrichstraße, dont l'histoire est un résumé de celle de Berlin. Pauvre mais sexy, comme le disait son ancien maire homosexuel. Ce premier extrait donc de Berlin est une gare. Alors peut-être c'est le moment d'introduire Gilles. Donc Petrou, si tu peux me faire apparaître Gilles, ça serait parfait. Voilà. C'est bon. Bonsoir Gilles. Est-ce que ton micro est allumé? Oui. Oui. Bon, eh ben c'est bien. Donc les petits soucis techniques étant en passe d'être résolus, on a des gens qui rentrent, on a même quelqu'un qui nous spamme dans le chat, qui veut nous vendre des iPhone 10S, bien, et qui nous dit des choses affreuses, mais bon, on s'en occupe. Alors Gilles, pour commencer, je vais reprendre ta phrase. Tu dis la gare de Friedrichstraße et c'est un peu Berlin en résumé. Et la première question que j'aurais envie de te poser, c'est finalement aujourd'hui, parce que tu en parles dans l'histoire tout au long du XXe siècle, mais finalement, aujourd'hui, que nous raconte cette gare à l'aune des transformations gigantesques que subit Berlin depuis 10, 15, 20 ans? J'allais dire, c'est un symbole en effet du pire et du meilleur de Berlin. Le pire, c'est l'aspect commercial, c'est l'aspect, j'allais dire, si on était un peu moderne, et pour les Berlinois, c'est le jugement à la Cour constitutionnelle de Karlsruhe sur le fait que les loyers ne sont plus plafonnés à Berlin, contrairement à la politique du gouvernement du Sénat berlinois. C'est-à-dire, c'est une ville qui est une ville qui s'ouvre de plus en plus au commercial, qui est de plus en plus une ville de riches, de bobos, et de moins en moins une ville alternative. C'est le mauvais côté. Et le mauvais côté, il se retrouve dans une gare qui est un centre commercial, j'allais dire. C'est assez extraordinaire le nombre de boutiques. Enfin, moi, je me suis perdu plusieurs fois entre les boutiques. La seule personne vraiment intéressante dans les boutiques, c'est la personne qui gère le magasin de journaux Ludwig,
qui est un type très intéressant, assez intéressant à discuter avec lui, qui est une personne qui tient la boutique, je crois, depuis une vingtaine d'années, et donc qui a vu passer pas mal de personnes. Donc, c'est une gare de boutique, comme la plupart des gares allemandes. Alors, ça, j'allais dire, c'est le pire, au sens où, voilà, on est là pour consommer, on est là pour pouvoir un petit peu se pourvoir, manger mal, puisque c'est pas terrible la nourriture à cette gare, mais comme dans tous les gares, y compris françaises, italiennes. Italiennes, peut-être pas, des fois. Lui qui s'en rappelle, à Milan, on a bien mangé il y a une période. Et c'est le meilleur, c'est-à-dire que on croise tout le monde. Ce côté, c'est ça qui est intéressant dans une gare. Alors, j'allais dire, notre président préféré disait c'est une gare où les gens de rien ne se rencontrent. Ben si, c'est les gens de tout qui se rencontrent dans cette gare. C'est-à-dire, c'est les militaires, c'est les fonctionnaires, c'est les chercheurs du Max Planck Institut que connaît parfaitement Pascal, c'est les chercheurs du DLR, l'agence spatiale allemande, c'est, j'allais dire, les personnes qui viennent visiter, entre guillemets, la Bad of Mission, la mission de la gare, parce que c'est des sans-abri ou autre chose. Donc, il y a un ensemble de personnes qui passent encore dans cette gare, et c'est ce côté positif, c'est ce côté une ville mondiale, et peut-être c'est une des rares villes allemandes mondiales. Quand on est à Munich, on est dans la ville la plus bourgeoise et la plus riche d'Allemagne, une des plus riches. Quand on est à Hambourg, on est pratiquement, j'allais dire, en Angleterre. C'est là que les Beatles ont fait leur premier concert en dehors d'Angleterre. Donc, on est une ville anglaise. Quand on va à Cologne, on est une ville rhénane. Berlin, c'est la ville mondiale, la ville de toutes les couleurs, la ville de toutes les religions, la ville où, comme on dit j'allais dire dans les journaux allemands, on accepte même les gens qui viennent du Bade-Württemberg. C'est-à-dire, c'est quand même un principe d'accueil mondialiste. Hein. Quand on est berlinois, le Bade-Württemberg, c'est quand même pas les plus amusants. Donc voilà. Donc, bon côté de la ville, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux populations qu'on croise dans cette gare. Le mauvais côté, c'est la gentrification en marche à Berlin, comme dans toutes les villes du monde. Alors peut-être, puisque Pascal est apparu, Pascal Labourier, qui a donc préfacé ton livre, puisqu'on parle des transformations de la ville, peut-être à la lumière de ce que tu viens de dire, peut-être Pascal a quelque chose à dire, elle qui a été berlinoise au début de sa vie d'adulte, puis berlinoise tout au long de sa vie à différentes reprises, et, puisque c'est l'ancienne directrice du centre Marc Bloch, voilà, et voilà, qui a toujours un lien fort à Berlin. Elle travaille même avec des artistes berlinois de temps en temps. Voilà. Donc, Pascal, oui, peut-être tu peux rebondir là-dessus. Merci, bonsoir. Merci aussi de m'avoir invité dans ce débat. Ça fait toujours plaisir de discuter de Berlin et aussi des travaux, ouvrages, réalisations, œuvres des amis. Alors, il y a plein de choses à dire. Donc, soit on peut reparler du passé, faire les mémories de Berlin-Est et revenir sur le sens de cette garde sur la RDA, mais on en a déjà parlé dans un débat. Je ne sais pas si Gilles a toujours envie qu'on rappelle la période un peu Ho Chi Minh, Berlin-Est, etc. Ou bien, ce qui est intéressant aussi dans cette gare qui maintenant a complètement changé de fonction aujourd'hui à Berlin, parce que comme il y a une refonte de la ville, il y a la grande gare, la Hauptbahnhof, qui a été construite, qui est aussi une construction incroyable. Peut-être on pourrait parler de la gare centrale, parce que je ne sais pas si ceux qui sont connectés sont des Berlinois ou des Parisiens, c'est quelque chose de particulier. Et puis aussi, parler du présent et du presque avenir, bien que en confinement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a la question de l'aéroport aussi, du nouvel aéroport. Donc, on est dans une ville où tous les transports sont en recomposition. Et qu'est-ce que ça dit pour toi, Gilles? Toi, tu aimes bien ces installations. Bon, tu t'intéresses aussi aux navettes pour aller sur Mars. On n'y est pas encore à Berlin, mais peut-être que le premier voyage, ça sera entre Berlin et Mars, je ne sais pas. Puis on est vendredi soir, donc on peut rêver. Oui, c'est sûr. Moi, en effet, tu as raison. Je pense qu'il faut arrêter la nostalgie. On a tous on a tous Berlin en nostalgie. L'extrait, merci ça fait vraiment drôle et ça fait vraiment du bien de s'entendre transformer l'écriture en parole et aussi bien dite. Ça fait vraiment très plaisir. En effet, si on se projette, il va dire Berlin, c'est aussi le Tempelhofer Feld, le champ de Tempelhof, qui est en phase de grandes négociations. Est-ce qu'on met des logements ou est-ce qu'on ne met pas des logements autour? J'allais dire une question par rapport à cela, pour justement éviter l'augmentation des loyers. C'est le nouvel aéroport qui est extraordinaire parce que
on a eu un aéroport qui a mis tellement de temps à être construit et qui est inauguré au moment de la crise du Covid. Donc, on ne pouvait pas imaginer un pire moment d'inauguration pour un aéroport. Je veux dire, un aéroport où il n'y a pas d'avion qui décolle. Il n'y a qu'à Berlin que ça peut exister, d'inaugurer un aéroport où il n'y a plus d'avion qui décolle. Il y a ce côté un petit peu anachronique qui est toujours intéressant. Tegelferm, qui est un aéroport extraordinaire, très, très fluide, qui va être transformé, soi-disant, en start-up land, mais personne ne sait en gros ce que ça va devenir. Donc, il y a tout cet élément-là qui fait que, j'allais dire, la vie rattrape la nostalgie à Berlin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nostalgie et je pense qu'on pourrait parler pendant des heures du Berlin des années 20, de la vision un petit peu sentiment avant le désastre final. Il y a Brecht, il y a tous ces auteurs qui sont passés par là. Mais globalement, ce qui est intéressant à Berlin, c'est ce souffle, c'est cette envie, c'est cette construction. Et j'allais dire peut-être par nostalgie parisienne ou par anachronisme, je ne trouve pas cette ambition à Paris. Je ne trouve pas cette envie à Paris. Je ne trouve pas ce souffle parisien. Est-ce que peut-être, je crois que Olivier connaît bien Berlin et peut-être tu veux intervenir. Bonsoir à tous. Merci Gilles pour ton livre et Pascal pour ta préface. Moi, j'ai énormément aimé la lecture de Berlin est une gare parce qu'on a tout le millefeuille de l'histoire, le millefeuille des étapes de la construction de ces gares, le millefeuille actuel de tous ces flux. Pascal, tu viens de le dire, des systèmes de transport, de mobilité qui se recomposent dans ce délire food track qu'est Berlin. Gilles, tu viens de me faire rire avec cet aéroport qui est pas ouvert. Cette absence de centralité. Alors, tu as choisi Friedrichstrasse, tu parles aussi beaucoup d'Alexanderplatz, un peu moins de Potsdamer Platz, tu réévoques la Lehrterbahnhof, la vieille Hamburger Bahnhof, etc. Donc, avec des cartes, on a tous les sens qui sont convoqués dans ces gares, dans ces lieux. Et j'irai dans les sens, moi, il y en a un que j'ai, alors c'est pas du tout de la nostalgie, mais c'est ce mélange d'odeurs dont tu parles pas, tu t'appesantis pas sur les odeurs des gares, ce mélange de saucisses goudron que je trouve extraordinaire et qui me fait dire à chaque fois que j'arrive à Berlin, ça y est, je suis arrivé. C'est les flux et le saucisse goudron. Et je sais que tu as beaucoup d'humour et d'attachement pour cette ville, donc je voulais te suggérer ce nouveau parfum. Alors, je me permets d'intervenir justement, merci Olivier, parce que l'odeur des gares, très intéressant. Et d'ailleurs, Amandine, qui est donc la cofondatrice de Sur Mesure, vient de m'envoyer un texto là-dessus. On a pensé à la même chose, c'est-à-dire sur l'odeur sous le pont de Friedrichstrasse. Quand on a connu Berlin, nous on l'a connu assez tard hein, par rapport à vous, mais en fin 2004. Mais quand on passait sous le pont de Friedrichstrasse, ça sentait le graillon, clairement. Et aujourd'hui, ça sent plus le graillon. Il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment. Et c'est étonnant, hein, ça veut vraiment dire quelque chose, cette transformation-là. Alors, oui, alors moi j'ai parlé de currywurst un peu quand même, mais c'est vrai que la gentrification se ressent dans les odeurs. On se rappelle, enfin, on se rappelle même pas, puisque je pense qu'il est toujours là, le vendeur de currywurst à la sortie d'Alexanderplatz, la gare d'Alexanderplatz, qui a une sorte de currywurst portable, qui fait les currywurst autour de sa taille avec tout l'appareillage. Et j'allais dire, là, on retrouve à Alexanderplatz, quand on sort de la gare, quand on se dirige vers l'horloge, on retrouve cette odeur-là. Et c'est vrai que à Friedrichstrasse, j'allais dire, on retrouve cette odeur-là quand on passe un étage et demi. Parce que les restaurants, dans les endroits où on peut dîner, on peut déjeuner, sont un peu en hauteur. Et donc, on la retrouve un peu à cet endroit-là, mais il faut rentrer dans la gare et elle est un peu décalée. Donc, c'est un petit peu ça. Mais c'est vrai, je suis moins sensible aux odeurs que Olivier. Mais c'est vrai que ça fait partie des idées. Et ça fait partie aussi peut-être aussi le manque de couleurs. Moi j'adore l'image de Wim Wenders qui dit que pour aimer, c'est l'amour qui donne les couleurs. C'est l'amour qui donne des couleurs quand l'ange se transforme en homme. Et c'est l'amour qui donne des couleurs. Quand on aime Berlin, on découvre ses couleurs. Quand on l'aime pas,
on peut passer à côté de… On dit, l'enfant à Berlin, c'est le gris clair qui est la couleur essentielle. Quand on commence à l'aimer, quand on commence à rentrer dans la ville, en effet, on découvre des couleurs et on découvre des odeurs. Mais il faut passer par cette phase d'amour. Alors, ça je ne pourrais pas dire mieux parce qu'en fait, je t'avoue que moi, avant de venir pour la première fois à Berlin, j'en avais une image qui était, qui correspond à rien en fait de ce que j'y ai vu la première fois que je suis venu, où là, il y a eu une espèce de coup de foudre. Mais effectivement, moi, j'avais ces images, comme tu dis, ces nuances de gris clair à gris foncé, voilà. Et puis en arrivant, on voit autre chose. On voit l'Unterden à l'époque qui était encore vraiment très, très, dans l'hiver, c'était très, très sombre encore. Il n'y avait pas de boutique de luxe, etc. Et c'était même en 2004, 2005. Et c'était effectivement, je suis arrivé avec une idée de gris clair, gris foncé, de mélange de gris, et je suis reparti avec des couleurs. Voilà, c'est ce qui me fait dire que c'était plutôt un coup de foudre que quelque chose qui s'est fait sur la longueur, parce que voilà, en 3 jours, on est reparti avec plein de couleurs dans la tête et avec l'envie de revenir très, 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 très vite. Alors, d'ailleurs, je précise que le prochain extrait, donc c'est les extraits que tu as choisis, hein, Luc, on pourra justement, puisqu'on a tourné autour là, de la gare de Friedrichstraße, on pourra, le moment venu, faire entendre cet extrait qui justement tourne autour de la gare en quelque sorte. Voilà. Mais peut-être, Benjamin, on ne t'a pas encore entendu. Peut-être tu as… Et Luc non plus, d'ailleurs, si vous avez quelque chose. Intervenez vraiment quand vous voulez, hein, vous avez toute liberté. Ouais, c'est une énorme escroquerie. Je connais de Berlin. J'ai fait la teuf une fois là-bas un week-end et j'ai vu de Gilles. Du coup, c'est une expérience somme toute limitée. La seule remarque que je peux faire, et c'est malheureusement une impossibilité, c'est que la lecture de ton livre, ça m'a donné envie de me balader physiquement dans un Berlin qui n'existe plus et je ne pourrais pas. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a la recette pour le faire. Je n'en suis malheureusement pas certain. À moins que… Après la recherche des traces, c'est toujours… Il faut aller à un match d'Union Berlin. Toi qui aimes bien le Red Star, il faut aller à un match d'Union Berlin. Et là, tu vas… Et en discutant avec les spectateurs et en rencontrant les spectateurs, tu vas avoir… tu vas revivre la période des années 60-70 à Berlin. Toujours le foot, culturellement, c'est l'endroit où il faut être. Pas au Hertha, hein, pas au Stade Olympique, mais à Union, qui est situé à l'est de Berlin. Oui, qui pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, est encore dans son jus, puisqu'ils sont encore dans leur stade historique. Voilà, pour ceux qui connaissent Berlin, et en général, ils le savent, parce que c'est vrai que l'Union, c'est une institution, mais c'est vrai que c'est une toute autre histoire. C'est l'histoire de ce club par rapport au Hertha, l'histoire de ce club où finalement les supporters sont tellement attachés au club que, par exemple, quand il fallait renflouer le club, comme le don du sang est rémunéré en Allemagne, ils ont tous donné leur sang pour donner l'argent ensuite au club. Quand il a fallu rénover le stade pour le mettre aux normes, il y a tout un groupe de supporters qui s'y est mis. Pendant 1 an, ils ont travaillé sur le stade. Enfin voilà, ça c'est vrai que c'est des histoires qui sont un peu hors norme, quoi. Effectivement, je vois bien pourquoi tu fais le lien avec le Red Star, et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très très berlinois pour le coup. Et peut-être, puisque tu en parles, tu dois connaître, c'est quand il y a un coup franc contre Union Berlin, le public crie le mur doit tomber, le mur doit tomber. Ça date des années 70 où on ne pouvait pas dire ça en Allemagne de l'Est. Hein. On ne pouvait pas dire le Mauer muss weg, et on attendait un coup franc pour Union Berlin pour hurler, les spectateurs hurlaient tous en même temps, le mur doit tomber, le mur doit tomber. Donc voilà, ça montre bien le côté Red Star, le côté un petit peu, j'allais dire, anarchiste de ce club de foot. Oui, c'est clair. Et ça perdure, effectivement. Je me souviens aussi d'une campagne d'affichage vers 2010-2011 où ils avaient fait une campagne d'affichage pour faire des appels à fond. Mais c'était quelque chose comme nous vendons notre âme, mais pas à n'importe qui, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était une formule dans ce genre-là qui, voilà, ça dit bien l'esprit à la fois où il y a un mélange d'humour et de quelque chose en même temps de tout à fait sérieux, quoi, genre de tout à fait voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être
Peut-être c'est le moment puisqu'on a tourné autour de la gare, de faire entendre un deuxième extrait, peut-être donc voilà qu'on a mis en image un petit peu. Alors, juste, voilà, c'est Pétrou qui va tout préparer. Merci Pétrou, je te remercie. Et on est parti. Une rue, une rivière, une gare. Le voyage fut beau, mais Friedrichstraße, c'est autre chose. Géographiquement, et comme un signe du destin, la gare Friedrichstraße est un double pont, sur la Spree, puis sur la rue qui porte son nom. C'est comme si elle avait deviné son futur entre 2 ou 3 mondes. Son passé fut à la hauteur de l'enjeu. Johannes Vollmer, l'architecte de la gare, et de celle qui suit vers l'est, celle de la Bourse, devenue marché de Hacke, a dû être furieux. Si son bâtiment fut bien inauguré par l'empereur allemand en 1882, comme la gare centrale de Berlin, les mauvaises langues retinrent que la présence impériale ne dépassa pas les 4 petites minutes. Et pourtant, quelle réussite depuis les premiers projets 4 ans plus tôt! Le grand hall, à la lumière naturelle, à l'exemple du Crystal Palace de l'exposition universelle de Londres, faisait de cette gare une des plus grandes du monde, avec un gigantesque parvis au sud où patientaient les fiacres. Les 2 voies au nord étaient réservées au trafic interurbain, les 2 voies au sud au trafic longue distance. De la sorte, Friedrichstraße était au cœur du Berlin moderne. Les salariés des ministères proches qui empruntaient la gare quotidiennement ne représentaient qu'une infime partie du flux. Ici, on déjeunait dans les grands restaurants, on visitait les musées de l'île du même nom, toutes proches. On trouvait où dormir avec notamment un des plus grands hôtels de Berlin, le Central Hotel. Avec son jardin d'hiver sous un toit de verre, il pouvait recevoir plus de 2000 personnes pour des concerts. Plus tard, quand la nuit s'approfondissait, on pouvait passer le pont sur la Spree pour assister à des revues, voire profiter de ce quartier de gare où la prostitution se développa très vite. Aujourd'hui, chaque gare a sa mission, Bahnhofsmission, où les SDF peuvent trouver du réconfort, où les touristes égarés comme les prostituées peuvent rencontrer une oreille attentive. La première mission, dans une gare allemande, fut créée ici dans la gare Friedrichstraße le 1er octobre 1894. Des grandes dames du café Kranzler aux prostituées de la Spree, des juifs exilés d'Europe de l'Est du quartier Scheunen aux fonctionnaires des ministères, tout le monde se croisait là, au cœur de Berlin. Cette multitude fit exploser le trafic de 30 000 passagers en 1901 à plus de 50 000 en 1923. Il fallut restructurer la gare. La guerre de 14 et la défaite, puis la Révolution et la République de Weimar retardèrent les projets. L'architecte Karl Theodor Brodführer réussit tout de même à agrandir l'ouvrage, avec au sud 4 quais, dont 2 pour les liaisons urbaines, et au nord 2 quais, dont 1 pour les liaisons urbaines. Mais pour la gare, la vraie révolution fut l'arrivée du métro, qui positionna Friedrichstraße encore plus au cœur du réseau de transport berlinois. En 1923, la ligne de métro Kreuzberg-Wedding nécessita la construction d'une station souterraine sous la gare. Friedrichstraße devint la première gare intermodale du monde permettant de passer du métro au train urbain, voire au train longue distance. L'intermodalité est un peu née ici. Le modernisme continua à frapper à la porte. L'entreprise Siemens électrifia le train urbain dès 1928, ce qui confirma Friedrichstraße comme première gare pour le trafic urbain, avec plus de 16 millions de passagers en 1934 et troisième gare berlinoise longue distance, avec plus de 500 000 voyageurs. L'avenir radieux de la gare au cœur de Berlin fut bien sûr fortement impacté par la Seconde Guerre mondiale, les bombardements alliés, et les derniers combats de la prise de Berlin et du bunker d'Adolf Hitler, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de la gare, par les Russes. Le 2 mai 1945, le tunnel sous le canal de Landwehr fut miné, ce qui entraîna l'inondation du métro, avec dès le mois d'avril l'arrêt du trafic ferroviaire. Mais la gare Friedrichstraße avait déjà connu une vie contrastée pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà alors donc ce deuxième extrait.
Du coup, je vais rebondir avec une chose qui a été postée sur le chat. Donc, Karl qui nous dit de manière très juste qu'évidemment, pour les Berlinois de l'Ouest, la gare importante, c'était la gare de Zoo. Et je sais que tu en parles dans ton livre. Du coup, en fait, ces deux importances deux importances différentes et qui se répondent, la gare de Zoo et Friedrichstraße, mais peut-être tu peux en dire quelque chose sur le parallèle, le parallèle et les destins parallèles de ces deux gares, ce qu'elles ont en commun, c'est-à-dire peut-être une forme de désaffection, et ce qui les rend différentes, justement. Oui, la gare du Zoo, c'est la gare de Berlin-Ouest, c'est la gare, j'allais dire, à la fois d'Europa Center, hein, c'était la fameuse tour avec la croix d'Ablabens qui est au-dessus. C'est le livre Wir auf Bahnhof. Moi, Christian F., 13 ans, prostituée, etc. Tous ces messages-là, c'était là qu'arrivaient tous les jeunes en déshérence de Berlin-Ouest et qui traînaient dans ce quartier-là. Donc, c'est une gare qui est une gare, j'allais dire, qui est plutôt une gare de centre-ville. J'allais dire, c'est la gare de Châtelet à Paris. C'est-à-dire, quand on était en banlieue à Berlin-Ouest, on arrivait à Berlin-Zoo, à la gare du Zoo, et on allait traîner au centre-ville de Berlin, comme aujourd'hui, on va traîner au centre-ville de Paris. Friedrichstraße, c'est un peu différent parce que elle était entre deux mondes. Zoo est au cœur du monde de l'Ouest, au cœur du monde de l'Église, au cœur du monde de cette Europa Center, au cœur du monde de la drogue qui a été connu qui a connu ce quartier dans les années 70-80. Friedrichstraße, c'est à la fois cela, notamment pour la prostitution, mais à la fois pour les fonctionnaires, à la fois pour toute cette organisation. Donc, il y a plus j'allais dire, la faune est plus bigarrée sur Friedrichstraße. Elle est plus, j'allais dire, très jeune dans la nuit et touriste le jour. Le destin commun, c'est la perte des trains de longue distance. Faut se rappeler que quand on venait de Paris, en effet, on arrivait à Bahnhof Zoo. C'était la gare de train de longue distance. Et j'allais dire aujourd'hui, comme pour la gare de Friedrichstraße, les trains de longue distance ne s'arrêtent plus. Ils s'arrêtent qu'à la grande gare centrale dont Pascal a parlé, qui est une gare monumentale, qui est une gare, j'allais dire, qui est à la hauteur de la volonté de Berlin de devenir une des capitales européennes, qui a été construite pour la Coupe du monde de football, inaugurée bon an, mal an, qui a coûté on ne sait pas combien parce que c'est tellement cher que personne n'ose le prix, et qui a fait en sorte que son architecte a été interdit d'inauguration parce qu'il allait contredire la chancelière sur l'organisation de cette gare. Donc, Zoo, plutôt une gare un peu marquée, alors que Friedrichstraße, c'était un peu entre deux mondes, mais avec le même destin, malheureusement ou heureusement, de gares de banlieue, de gares, j'allais dire, de systèmes régionaux, de S-Bahn, et non plus de trains de longue distance. Mais j'allais dire, je trouve qu'il y a plus d'histoires à raconter à Friedrichstraße. Elle est plus différente, elle est plus bigarrée, elle est plus ouverte au monde que la gare du Zoo. Mais c'est un choix qui peut être débattu. Et d'ailleurs, comme tu as une connaissance de tout ce qui est justement aménagement, espace, etc., j'aimerais te poser la question, ça c'est une question qui m'intéresse sur le développement de Berlin, justement sur la question de la centralité, puisqu'on a cette Hauptbahnhof, cette gare centrale qui est juste à côté, pas très loin de Friedrichstraße, mais qui est effectivement construite, on l'entendra dans un troisième extrait qui parlera plus de la Hauptbahnhof, qui a été construite sur un terrain vague. D'ailleurs, petite parenthèse, moi, ça a été ma première vision de Berlin. On s'est garé, on logeait à Moabit, dans l'appartement d'une amie. On a marché dans la Lehrterstraße à pied et on est tombé sur un tas de cailloux et avec juste les voies du S-Bahn en l'air, et avec le Reichstag et puis le Kanzleramt, mais on ne savait pas que c'était ça à l'époque. Et on s'est dit, mais c'est quoi ça, ce grand espace? Bon, on l'a su 2 ans plus tard, en 2006, quand on est revenu, et là, on a vu ce que c'était. Mais bon, et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette centralité-là, mais en même temps, il y a tout un développement
avec la gare de Südkreuz qui a été agrandie, qui elle aussi maintenant accueille des trains grande ligne. Et il y a cette gare de Ostkreuz qui sont aussi en train de reconstruire, agrandir, etc. Donc en fait, on est en train de piquer des gares j'allais dire à la périphérie, c'est-à-dire sur le ring, quoi. Donc voilà, je voudrais voir ce que ça t'inspire comme ça, ce nouvel agencement et ce nouvel. Pascal en a parlé aussi. Berlin, c'est la recherche d'un centre qui n'existe pas. Il y a plein de centres, il y a plein d'urbanités, il y a plein d'urbanismes qui se rencontrent. Et j'allais dire, la seule ville qui peut être comparée pour le train, c'est Tokyo. Il y a le ring de Berlin et la Yamanote pour Tokyo, c'est-à-dire un cercle ferroviaire qui fait le tour de Tokyo comme un cercle ferroviaire qui fait le tour de Berlin. C'est-à-dire qu'on peut toujours, en s'arrêtant dans une gare, découvrir un quartier, découvrir une certaine centralité. C'est ça qui est intéressant, c'est que, j'allais dire, contrairement peut-être à Paris où on a une certaine centralité, mais quand on sort de la gare du Nord, on n'a pas de centralité. On est, j'allais dire, confronté immédiatement, j'allais dire, de manière violente à la ville qui est toute proche. Dans Berlin, il y a des centralités autour des gares qui sont développées. Et j'allais dire, on peut. Vous savez, il y a un livre qui est lui connaît bien, c'est Les Passagers du Roissy Express de Maspero, où Maspero s'est arrêté et a passé une nuit dans chaque arrêt de gare et a dormi et a raconté l'histoire autour de la gare. C'est-à-dire, on peut imaginer ce type de voyage avec Berlin en s'arrêtant à chaque gare, à Keschesmarkt, ancienne bourse. Voilà, il y a toute une histoire à raconter. Il y a Akeschenhöfe, il y a toute cette histoire qui est racontée. Il y a Friedrichstraße, il y a la gare Haute-Bahnhof aujourd'hui. Mais il faut se rappeler que la gare d'Haute-Bahnhof, c'était aussi une gare déjà qui allait vers le nord et qui était traversante aussi avant la guerre. Donc, il y a toutes ces histoires, cette centralité multiple qui est intéressante à Berlin et ces histoires urbaines qui se racontent à chaque fois qu'on s'arrête dans chaque gare. Il y a peut-être voilà. justement une expérience dont on n'a pas parlé, on a parlé des odeurs. Et je crois que pour faire une grande différence entre Berlin et Paris, il y a l'expérience esthétique ou émotionnelle quand on arrive à Berlin. C'est que, bon, quand on prend cet axe d'est en ouest qui passe par Friedrichstraße et qui maintenant est continu, où il y a plusieurs arrêts si on prend la ligne du train express interurbain, c'est qu'on traverse des forêts, un lac. On passe au-dessus d'un zoo justement, quand on arrive à Friedrich, à Zoo, on passe par la gare, mais au-dessus, on passe au-dessus du zoo. Quand on va vers Alexanderplatz et vers l'est également. Donc là, il y a aussi, on voit tout le paysage urbain et on n'a pas du tout le même effet de tunnel comme quand on arrive à Paris, gare du Nord, gare Montparnasse, on arrive par des espèces de chemins complètement défaits qui ne sont pas connectés. Donc, c'est une ville qui est ancrée aussi dans un environnement. D'ailleurs, peut-être que Berlin est une gare, pour entendre le pluriel dans ce titre, parce d'une certaine manière, on circule partout. Et ça, je pense que ce n'est pas des expériences tellement habituelles quand on prend le train. Et puis, c'est pour ça que je parlais de la nouvelle gare Hauptbahnhof, parce que là, justement, on a les trains qui se croisent de nord au sud et d'est en ouest, qu'ils soient des trains internationaux ou bien simplement des trains régionaux ou l'équivalent du RER à Paris, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'assez inédit et je trouve que ça donne une certaine dimension à la ville. C'est la même chose de prendre le train pour aller faire du shopping dans un autre quartier, aller se balader au lac, aller prendre l'avion à l'aéroport ou bien partir vers des contrées beaucoup plus éloignées. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, c'est peut-être aussi ce qui rend actuellement à tout prendre le confinement le confinement qui est relatif à Berlin, mais ça rend la situation peut-être plus supportable à Berlin que dans pas mal d'autres endroits. C'est qu'effectivement, on a le loisir de voir aussi, de faire des traversées, de changer vraiment de paysage en assez peu de kilomètres, quoi. En fait, on peut arriver à pas mal de choses, à une grande diversité. Ouais, tout à fait.
Gilles, revoilà Luc. pardon. Gilles, tu parles dans ton livre de ce modernisme, cette invention à Berlin des gares et des gares sans terminus, des gares qui circulent. Il y a aussi ça qui permet justement, je trouve que c'est une invention géniale. Moi, je ne connaissais pas en bon français, une gare, c'est un terminus. Euh, et là, c'est vrai que c'est toujours un choc. Les gares qui passent, et à la Hauptbahnhof, dans ce triomphe écrasant de la Hauptbahnhof, il y a aussi la verticalité, il y a des vues plongeantes sur les trains qui sont fascinantes. Donc en fait, c'est le triomphe de la gare, cette ville. Bah, c'est pour ça que, enfin, moi, je pense que, en effet, moi, j'ai dit Berlin, c'est la fille de Berlin, c'est la fille de la Prusse et des chemins de fer, parce que il y a Bruxelles aussi qui est un peu comme ça. On peut traverser Bruxelles, mais c'est souvent souterrain. J'allais dire. Mais Berlin, c'est l'endroit où, en effet, on peut traverser la ville. J'allais dire, on peut se faire un tour de ring quand on n'a pas le moral. On s'installe à la fenêtre, on regarde. Et j'allais dire, voilà, on peut, voilà, ça peut remettre le moral parce qu'il y a des choses comme ça. Et c'est un peu c'est un peu ce qu'on reproche à Paris, c'est qu'en effet, c'était la volonté, d'Haussmann, c'est qu'on ne traverse pas une métropole, on s'y arrête. Et j'allais dire, la réussite de Berlin, c'est les chemins de fer. Et j'allais dire, n'oublions pas que ce Ringbahn a été construit grâce ou à cause, grâce pour les Allemands à la victoire contre la France en 1871 et à cause de la victoire de la France en 1871. C'est comme ça que le Ringbahn a été financé. C'est grâce à la défaite de la France qu'on peut aujourd'hui circuler à hauteur de premier étage dans Berlin. Donc, on a ce côté, j'allais dire, extraordinaire de voyage dans une ville qu'on peut se permettre pour peu d'argent. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant, le fait que tu expliques aussi dans le livre la façon dont le Ringbahn finalement est né de cette engorgement total de la ville à cause des passages d'une gare à l'autre, etc. Ça, c'était vraiment quelque chose qui, effectivement, moi, à vrai dire, j'en avais pas. J'ai beau vivre ici depuis 11 ans et il y a des choses que je savais, mais il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes dans ton livre. C'est assez, voilà, parce que peut-être ça prend un angle qui reste parfois invisible voilà, pour celui qui ne fait que vivre dans la ville. Il y a des choses qui nous échappent et c'est toujours jubilatoire d'avoir comme ça quelque chose qui s'éclaire, dire ah mais voilà, d'accord, ok, c'est pour ça que ça s'est structuré comme ça. C'est parce que voilà, il y avait c'est très. Du coup, moi, je vis dans Kreuzberg et c'est vrai que je vois mon quartier autrement. Voilà, je vois mon quartier autrement depuis que j'ai lu le livre. Il y a des choses que je comprends mieux. Je vois Luc qui est très sérieux là. Tu parles, Luc, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Moi, je pourrais. Si tu veux, j'aime pas du tout Berlin, tu le sais. Pour moi, c'est pas comme ça que je vois une ville, c'est pas comme ça que je ressens une ville. Je trouve qu'il y a trop il y a trop de vide. En même temps, c'est intéressant, c'est vide comme pour être des possibles, des rebonds et tout ça. Mais pour moi, il y a trop de vide dans Berlin. Chaque architecte du XXe siècle est venu y pondre son monument gothique et je vois comme ça, donc je provoque. C'est bien, mais moi, je suis là pour t'entendre développer autour de Berlin. Mais d'une certaine façon, on se connaît bien, Gilles. Il y a toujours quelque chose qui m'étonne chez toi, c'est-à-dire que j'ai parcouru avec toi, on a fait le tour de Paris à pied, on a fait un certain nombre d'aventures urbaines comme ça. Tu prends jamais de notes, tu prends pas de photos, et tu passes ton temps quand on est à deux à me gueuler dessus parce que je vais doucement, je prends des photos, je discute, et quand on lit ta prose, et je l'ai lu avant que ça sorte, et il y a une foultitude comment dire, de détails, de choses en fait, je ne sais pas comment tu fais. Bon, Berlin, tu y passes, tu y repasses, tu y repasses, tu vas en vacances, tu vas pour bosser, d'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui m'étonne. Moi, je suis obligé de remplir des tonnes de carnets, des pages de carnets pour garder quelques lignes, éventuellement en extraire quelques éléments. Donc, c'est plutôt là-dessus. Puis sur Berlin, comment dire, c'est un mystère, ces endroits de basse densité.
cette idée de ville. Voilà. J'ai presque envie, si j'avais le temps d'aller arpenter Berlin et puis je trouvais un éditeur, je dirais Berlin n'est pas une ville. Puis je ferai un petit bouquin, un contre-rabbin en fait. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et sinon, évidemment, j'ai parcouru, mais c'est un peu ce que je voulais dire. Mais j'aimerais bien que tu répondes sur cette méthode. Et parce qu'on partage, on est beaucoup là à partager ça, mais on partage ce goût d'éprouver la ville. Quelqu'un parlait pas de goudron saucisse ou quelque chose, je trouvais ça génial. Mais comment tu fais pour emmagasiner sans prendre comment dire, sans prendre de notes et d'une certaine façon restituer du détail. Tu es plus détaillé que moi quand tu t'exprimes sur une description d'un lieu et ainsi de suite. Ça, c'est un mystère. Alors, je ne sais pas s'il y a un back-office, s'il y a quelque chose que tu fais derrière, je ne sais pas. Non, mais c'est le comique de répétition, c'est-à-dire que tu veux, j'y retourne, et j'allais dire malheureusement pour les gens qui m'accompagnent, c'est que à chaque fois que je vais à Berlin, je passe 1 heure, 2 heures à Friedrichstraße et tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu cherches? Tu connais cette gare? Mais je dis mais oui, mais non, je ne connais pas cette gare. Donc les escaliers pour mener à Ludwig, les escaliers pour mener à Limby, je ne connais pas. Et j'allais dire, il y a deux lieux comme ça qui sont pour moi intéressants et qui ont traumatisé une partie de ma famille quand même. C'est que j'ai notamment, je réveillonne assez régulièrement à la pizzeria de la gare de Cologne. Voilà, et c'est un lieu assez bizarre, la pizzeria de la ville de Cologne, parce que on rencontre plein de gens le 31 décembre à minuit. On rencontre pas forcément les gens, j'allais dire en costume cravate ou n'importe comment. Et je trouve ce lieu fabuleux pour rencontrer des gens. Et donc j'ai passé non seulement un réveillon, mais 4-5 réveillons quand même avec mes enfants. Et donc, oui, ils s'en rappellent. Et voilà, c'est parce que je retourne régulièrement. Et c'est vrai que je ne suis pas un grand aventurier du voyage, puisque je vais toujours au même endroit. Et de temps en temps, je m'égare à faire la Ostbahnhof ou aller jusqu'à Berlinbourg, que j'aime bien aussi, qui est une petite gare qui est assez amusante, Berlinbourg. Mais c'est parce que j'y retourne régulièrement. Donc, à force, je commence à me rappeler des détails. D'accord. Mais du coup, tu te rappelles des détails, mais en même temps, au fur et à mesure des années, ça peut être aussi le jeu des 7 erreurs ou des 10 erreurs ou des 15 erreurs, c'est-à-dire en comptant tout ce qui s'est modifié tout ce qui s'est modifié dans l'environnement. Parce que du coup, depuis le temps que tu vas à Berlin, j'imagine que tu as connu les différentes étapes et les différents états de la Friedrichstraße autour de la gare avec les terrains vagues, les trous, etc. et tout qui se rebouche. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, les odeurs qui changent. Voilà, ça doit être… effectivement, si tu étais photographe, tu aurais pu faire une espèce de… Mais tu le fais avec des mots, du coup, de faire revisiter l'endroit et finalement, en restituant les changements, tu restitues finalement l'évolution historique de la ville. Dans ce sens-là, c'est là qu'on comprend pourquoi dans ton regard, la gare de Friedrichstraße est un résumé de Berlin, quoi, finalement. Oui, mais il faut toujours se méfier aussi des souvenirs, parce qu'on réorganise ses souvenirs. Moi, j'aime bien les mots de Gramsci, toute histoire est contemporaine, donc politique. Les mots qu'on utilise sur une gare, est-ce qu'on dit contemporisé? Je sais pas. On rend contemporain ses souvenirs. Et donc, il y a un décalage. Moi, j'ai des souvenirs. La première fois que je suis passé à Berlin-Est, à Friedrichstraße, c'est donc à 18 ans. J'allais dire, j'ai vu des choses qui n'ont jamais existé. Et je m'en rappelle très très bien. Je peux vous les décrire de manière extraordinaire. Mais quand j'ai replongé dans les livres pour écrire ce bouquin, je me dis, mais ça n'existait pas ces lieux. Ça n'existait pas ces lieux. Donc voilà, il faut se méfier aussi de ces souvenirs, mais parfois voilà, c'est la nostalgie qui parle. Oui, d'ailleurs, j'étais un peu en préparant les petits films avec tes extraits pour illustrer tes extraits, j'ai été un peu dérouté en cherchant des photos du chantier de la Hauptbahnhof parce que effectivement, j'ai un souvenir donc de ce tas de cailloux avec juste les rails de S-Bahn, etc. Mais alors, ce que je ne m'explique pas du tout, c'est que je n'ai aucun… Dans mon souvenir, la verrière n'était pas vraiment construite, elle n'était même pas commencée. Et en même temps,
je ne me rappelle pas avoir vu la moindre trace, au moins des restes de la Lehrterbahnhof, alors que maintenant que j'ai cherché les photos, je me dis, mais la verrière était déjà bien construite et il y avait encore des bouts de la Lehrterbahnhof. Alors je me dis, donc là ça va plutôt dans ton sens pour dire que, effectivement, je pense que j'ai un souvenir qui n'est pas exactement ce que. Cette Lehrterbahnhof devait être quelque part, forcément. Ou alors la verrière était peut-être plus construite que ce que je pensais, mais j'ai tellement pas compris où j'étais que j'ai perçu quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait la réalité. D'ailleurs, peut-être ça peut nous faire, ça peut être le moment justement de donner à entendre le troisième et dernier extrait que tu as choisi, qui porte vraiment sur la Hauptbahnhof. Donc, le temps que Petrou mette tout en place, mais il le fait brillamment, vraiment. Et du coup, voilà, donc s'il est prêt, on va y aller. La gare centrale, gare des nouveaux riches. Quand vous disposez d'un lieu situé au cœur de Berlin, mais entouré de terrains vagues et juste structuré par une vieille gare en ruine, alors que la Coupe du Monde de football arrive et que ce vieux concept de champignon fait phosphorer des centaines d'architectes rêvant de se refaire, alors vous vous dites qu'il est temps que Berlin ait à nouveau sa gare monumentale. La ville de cette fin de XXe siècle se devait de posséder une gare passante, et les gares terminus devaient disparaître. Cette nouvelle infrastructure pourrait desservir non seulement l'Est et l'Ouest, mais aussi le Nord et le Sud. La gare Friedrichstraße, Hauptbahnhof, gare centrale, fut bien sûr étudiée, mais elle était trop imbriquée dans le tissu urbain, et surtout déjà très occupée dans son sous-sol par le métro. Alors les décideurs allemands regardèrent à l'ouest, vers la Lehrte. La gare passante sur le Stadtbahn était classée monument historique, mais cela ne gêna personne. La nouvelle grande gare allait être construite au nord du futur quartier gouvernemental, où trônerait bientôt la chancellerie, le Reichstag réaménagé et ses bureaux. Projektgesellschaft für Verkehrsanalogen im zentralen Bereich, PVZB, transformé bien vite en DB, Projekt Knoten Berlin, projet des chemins de fer allemands sur le nœud ferroviaire berlinois. Le projet se complexifiait fortement, car si la liaison Est-Ouest pouvait se glisser dans une Stadtbahn élargie et modernisée, pour les liaisons Nord-Sud, il fallait creuser sous la Spree, puis sous le Tiergarten, et refaire 2 autres gares de Pape et de Potsdam. En tout, il fallait construire 3600 mètres de tunnels nord-sud à 4 voies, 500 mètres de tunnels pour le métro U5 et 2400 mètres de tunnels routiers pour la route fédérale B96. Il était déjà compliqué de parler argent et du poids financier de cette gare sur le budget fédéral. Les choses allaient rapidement empirer. Le 26 février 1996, le patron des chemins de fer allemands organisa une conférence de presse et présenta les 2 équipes à départager. D'une part le projet du professeur Josef Paul Kleihuss de Berlin et d'autre part le projet du professeur Meinhard Forgerkan de Hambourg. Ce dernier s'était fait connaître par ses études sur les aéroports et notamment sa thèse sur l'aéroport de Hanovre, qui influença fortement la construction de l'aéroport de Berlin-Tegel. Mais à part quelques travaux sur les gares de Bielefeld et de trains régionaux à Hambourg, sa réputation de constructeur de gares n'était pas vraiment établie. Malgré tout, il fut choisi et avec le soutien de Harry Haser, s'attela à la tâche. Son projet reposait sur 2 bâtiments parallèles reliés par un toit en verre selon l'axe Est-Ouest. Ce toit d'acier et de verre était synonyme de retard considérable. Très vite, Harry Haser jugea que les travaux ne pourraient être livrés au mieux que vers 2008-2009. C'était inenvisageable pour le patron des chemins de fer allemands qui avait promis une livraison de l'équipement pour 2006, année de la Coupe du monde de football en Allemagne avec sa finale à Berlin. Le toit de 430 mètres fut réduit de 130 mètres, 100 à l'ouest et 30 à l'est, ce qui eut pour conséquence d'exposer les voyageurs des premières et dernières voitures des ICE allemands aux intempéries. Le trafic longue distance débuta le 21 juin 2002, 17 jours après celui des trains urbains et régionaux, et la gare fut inaugurée par la chancelière le 26 mai 2006, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde. Devant les contraintes architecturales et les renoncements imposés à l'architecte von Gerkan par la DB, les organisateurs de la cérémonie d'inauguration interdirent de discours ce dernier.
Celui-ci exprima son ressentiment dans la presse quelques jours plus tard. Les festivités commencèrent à 18h par la symphonie numéro 9 du Nouveau Monde de Antonin Dvorak, pour se poursuivre avec un spectacle de techno et de laser à partir de 22h, une fois les invités de prestige couchés. Voilà, donc troisième et dernier extrait. Du coup, on entend des choses dont tu as d'ailleurs des choses que tu as évoquées un peu plus tôt, Gilles, notamment sur le coût des travaux et les désaccords avec l'architecte. D'ailleurs, l'architecte qui a continué à pester sur la façon dont c'était aménagé autour de la Hauptbahnhof. Cela dit, une partie des protestations serait peut-être fondée parce que c'est un peu le plan d'urbanisme autour de la Hauptbahnhof, je trouve ça un peu curieux. Et du coup, juste peut-être, si tu voulais réagir, alors Petro, si tu veux me ramener nos intervenants, voilà, merci. Et donc, du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc oui, sur cette histoire de gare qui n'est pas tout à fait terminée, d'ailleurs c'est un peu une histoire sans fin quelque part, puisque d'une certaine manière, ils avaient mis au programme il y a 3-4 ans des travaux dans la gare pour, entre autres choses, refaire les quais qui avaient été finis trop vite et qui posent des problèmes, mais aussi ils voulaient remettre les pans de verre de la verrière qui étaient manquants, et finalement ça a été ajourné, donc c'est toujours pas le cas. Donc, ils dorment dans un entrepôt. Donc, c'est assez, je trouve ça assez, ça résonne un petit peu avec l'histoire de l'aéroport, finalement, parce que je voyais dans le chat, ça avait été dit que, heureusement que l'aéroport BR a ouvert en temps de Covid, parce que s'il avait ouvert à un moment où le trafic aérien était en pleine bourse, si j'ose dire, ça aurait été peut-être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais là, finalement, la Hauptbahnhof n'échappe pas à cette chose-là d'être une gare qui est à la fois monumentale, mais qui est en grande partie dysfonctionnel, puisque je pense que ça t'a pas échappé. Tu parles du côté centre commercial. Là, pour le coup, c'est une énorme galerie commerciale. Mais enfin, pendant très longtemps, il n'y a pas eu un seul banc pour s'asseoir. À part sur les quais, je veux dire. Mais dans le reste de la gare, même encore maintenant, pour s'asseoir, c'est compliqué. Alors, je connais bien aussi le groupe berlinois. Il y a un problème en Allemagne et à Berlin de reconnaître la grandeur de l'Allemagne. J'allais dire, on voit bien ces projets, l'aéroport, on voit bien ces projets de gare, c'est pour affirmer que l'Allemagne du XXIe siècle, c'est pas l'Allemagne qui expie et continue à expier pendant des milliards d'années, des milliers d'années ses crimes, mais c'est l'Allemagne politiquement puissante, on le voit avec la chancelière, et économiquement leader incontesté de l'Europe. Ça plaise ou non, c'est ça. Et j'allais dire, on voit toujours ce côté, non, mais c'est pas nous, non, mais laissez-nous la preuve, vous avez vu, notre aéroport ne marche pas, vous avez vu, on a une gare un peu monumentale, mais vous avez vu, elle est mal finie, elle est mal foutue. Donc, il y a ce côté, on monte les muscles quand même, mais quelque part, on se dit, vous voyez, mais quand même, j'ai des gros muscles au bras, mais quand même, vous avez vu, la stature abdominale, elle n'est pas si bien que ça, etc. Donc, il y a ce côté équilibriste allemand qui affirme, j'allais dire, aujourd'hui, quand on vit, enfin, les habitants de Berlin et les habitants d'Allemagne le vivent bien, l'Allemagne affirme de manière même brutale sa dominance sur l'Europe. On l'a vécu dans la présidence européenne de l'Allemagne, on l'a vécu très clair, on le vit très très clair dans toute l'industrie, où les Allemands veulent être leaders industriels incontestés. Mais j'allais dire, ils veulent nous faire croire encore que c'est un petit peuple qui expie ses crimes et qui est gentil et qui adore tout le monde et qui envoie ses enfants Erasmus pour montrer bien qu'ils sont plus européens que ça et qui vont même jusqu'à envoyer leurs malades du Covid à Ibiza pour les faire partager avec l'Espagne. Donc, il y a ce symbole-là qui fait qu'on a cette difficulté à assumer sa puissance. La gare de Berlin, c'est la continuité de la gare il y avait des messages dans le chat de Anhalter Bahnhof. Cette course à la grandeur des gares allemandes, elle n'a pas arrêté au XIXe siècle, elle n'a pas arrêté au XXe siècle. Elle a été interrompue par la destruction de la gare de Anhalt, où il reste un beau mur devant un stade de foot en plastique, en herbe en plastique. Mais elle n'a été qu'interrompue. L'Allemagne continue à avoir cette volonté d'avoir des grandes gares et des gares monumentales. Et j'allais dire, c'est tellement évident que vous savez quelle est la gare qui a été reconnue la plus belle gare de France? Limoges. La gare de Metz.
La gare de Ah oui, Metz. mais Et la Prusse. La gare de Metz. C'est-à-dire, la plus belle gare de France est une gare allemande. Monumentale. Ouais. Voilà, donc j'allais dire, même la France, alors ce qui est assez étonnant, n'est-ce pas, Luc, monsieur Le Lorrain, même l'Allemagne, même la France reconnaît la beauté des gares allemandes. Alors je sais bien que la gare, elle est pas mal, mais moi je préfère beaucoup la gare Saint-Charles à Marseille que la gare de Metz. Mais voilà, c'est l'Allemagne a toujours cette difficulté, cette course à la puissance, assumée parfois, mais cachée derrière. Non, on a raté l'aéroport, ne vous inquiétez pas, on a raté la gare, c'est pas grave. Ouais, ta lecture d'équilibriste, elle est. Alors, équilibriste ou double jeu, moi je me souviens quand même que l'affirmation de la Hauptbahnhof en 2006, le souvenir, j'ai autant souvenir de la gare que de cette immense affiche qui était Wir sind Papst. Benoît XVI avait été élu pape à peu près un an avant, mais ils ont gardé le poster pendant 2 ans. Donc c'était quand même prends ça dans les yeux. Cette gare, oui, où on peut pas s'asseoir, tu le disais, l'aéroport, après il y a l'île des musées, ils viennent de refaire la U5, il y a le château, il y a l'aéroport, c'est pas vraiment équilibriste pour moi, c'est une affirmation de puissance pleine et entière. Vaguement, ils se sentent un peu merdiques parce que le budget explose et t'as un architecte qui gueule, mais c'est à peu près tout. Donc je te trouve un peu tendre. C'est l'amour que tu… Cela dit, ça me rappelle un dessin que j'avais vu au moment où ils ont ouvert la Philharmonie de Berlin après, de Hambourg, pardon, à la Philharmonie après, je crois, 10 ans de retard, enfin quelque chose comme ça. Et donc il y avait on dessinait la Philharmonie, donc clinquante, bien neuve, etc. Et on voyait donc en petits personnages, mais qui avaient la forme des bâtiments, on voyait le BER et la gare de Stuttgart 21 qui regardait la Philharmonie en disant Fayot. Voilà, en gros, c'était ça. Et c'est un peu, ça résume bien ça résume bien. Et sur l'humour dont tu parlais, Gilles, cette façon d'autodérision. Voilà, je sais pas s'il y a une intention maligne derrière, mais c'est vrai que je me rappelle aussi qu'en 2011 ou en juin 2012, quand le BR n'a pas ouvert, j'avais vu un dessin aussi avec une navette spatiale, c'était marqué 2077, 2077, et le pilote demandait où est-ce qu'on atterrit, et l'autre lui disait bah tes gueules, comme toujours, quoi. Voilà, donc c'est vraiment, il y a effectivement une tradition qui va dans ce sens-là, quoi, de se moquer. Gilles, il faut parler d'argent, tu essayes d'en parler, mais sans donner les chiffres. L'argent, il vient d'où? Parce qu'il y a aussi ça, sans doute, à Berlin. Le château, c'est de la souscription, c'est des fonds fédéraux. Les musées, il y a beaucoup de musées fédéraux. Les grandes infrastructures qui payent. Alors, est-ce que c'est des Berlinois équilibristes qui disent c'est raté, c'est moche, on n'en voulait pas? Mais après tout, les dizaines de milliards d'euros depuis 89 ont ruisselé de toute l'Allemagne vers Berlin. Oui, j'allais dire, c'est le retour de l'ambition berlinoise. Bismarck disait les bâtiments, c'est les sentinelles silencieuses de la gloire nationale. C'est ça, Berlin. J'allais dire, il y a quand on faut se rappeler que le complexe de Londres, c'était de pas avoir de grands monuments. Quand Berlin, au XIXe siècle, est apparu comme une cathédrale de la puissance allemande, Londres s'est posé des questions sur mais alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des monuments, à part Saint-Paul, qui peuvent être en compétition par rapport à l'Allemagne? Et en effet, j'allais dire, c'est le côté hypocrite de l'Allemagne. C'est qu'en effet, l'argent est déversé sur Berlin, j'allais dire, et sans compter. Je me rappelle, puisque tu travailles à la Caisse des dépôts, que j'avais fait un rapport à l'époque, quand je travaillais à la Caisse des dépôts, enfin, une boîte de conseil qui dépendait de la Caisse des dépôts, sur investir à Berlin. Et j'avais une mission dans les années 90 à Berlin, et j'avais dit, surtout, n'investissez pas à Berlin. Pas dans les années 90. Vous allez manger votre chapeau. Alors, je me suis fait insulter par tout le monde. Et je me suis fait insulter par tout le monde, y compris par Lamberger lui-même, qui avait écrit une lettre au président de la Caisse des dépôts, enfin, l'administrateur de la Caisse des dépôts, demandant mon licenciement pour incompétence. Voilà, c'est pas la première fois, pas la dernière fois, j'ai venu que ça m'arrive. Mais on avait quand même investi. Pourquoi? Parce que les Français voulaient participer au jeu, voulaient être à la table de poker et voulaient mettre de l'argent sur la table. Et on a perdu un fric monumental, notamment à Babelsberg, avec la cité du cinéma.
qui était géré par Schlendorf, qui parle mieux français que moi, et qui a attiré des investisseurs français, mais qui a ruiné plusieurs fonds français et fonds de la Caisse des dépôts. En effet, l'argent continue à affluer sur Berlin, et ce qui montre bien le changement en effet de paradigme. L'Allemagne assume, même sans le dire, sa puissance, notamment dans ses monuments. Par contre, en interne, alors c'est un peu moins le cas en ce moment, mais je me rappelle que, je crois que c'était vers 2013-2014, qu'il y avait eu vraiment une fronde du Baden-Württemberg justement et de la Bavière, etc., qui disait on en a marre de payer pour Berlin, quoi. C'est dans le Finanzausgleich des Länder, ils disaient on en a marre de payer pour Berlin. Voilà. Oui, mais bon, ce qui est amusant, c'est ce qui va se passer maintenant. Les élections allemandes, est-ce qu'un Bavarois peut être élu chancelier à Berlin? Moi, je parierais que non. Strauss a essayé, Franz Josef Strauss a essayé, et parce que aujourd'hui, j'allais dire, comme quand Söder, le ministre-président de Bavière, va à Berlin, il n'a pas de mot assez dur pour cette ville, et Berlin n'a pas de mot assez dur contre Söder. Et j'allais dire, c'est un peu comme Lyon par rapport à Paris. Donc, on a à la fois cette fierté nationale, mais à la fois, en effet, il coûte trop cher, nos amis berlinois, ils coûtent trop cher. Mais voilà, c'est une gloire nationale quand même. Et j'allais dire, Olivier a raison, c'est l'affirmation sans complexe d'une puissance retrouvée. Alors peut-être pour aller dans le sens de ces Berlinois qui coûtent cher, j'ai un exemple vraiment récent et qui m'a concerné pour le coup en tant qu'indépendant. C'est qu'en fait, quand il y a eu les premières aides aux indépendants, en fait, bon, le Land de Berlin a fait une première aide de 5 000 € inconditionnelle à tous les indépendants. Ça, c'était sur les fonds du Land de Berlin. Donc ça, à la limite, n'en parlons pas. C'est bien, mais voilà. Mais par contre, en fait, il y avait une aide supplémentaire possible sur les fonds fédéraux, mais ça, c'était dans toute l'Allemagne. Mais où là, pour le coup, ce n'était pas une aide inconditionnelle, c'était lié au coût de, on appelle Betriebskosten, les charges qu'on a, voilà. Et en fait, à un moment donné, la première enveloppe de 5 000 € inconditionnelle, c'est arrivé très vite au bout parce qu'ils n'avaient plus d'argent, il y avait plus de demandes que d'argent. Et du coup, ils sont allés demander au Bund non seulement de continuer à abonder les 9 000 € possibles sur les Betriebskosten, mais en fait aussi de dire ça serait bien que pour les 5 000 € que nous accordons de manière inconditionnelle, vous puissiez, on n'a plus de sous, donc donnez-nous des sous. Donc c'est ce qui s'est passé, effectivement. Donc effectivement, il y a toujours un moment où Berlin va chercher l'argent, quoi. Mais c'est un peu. C'est pour ça que je dis qu'aussi Berlin ressemble à New York, où Berlin n'est pas une ville allemande. Berlin a un côté, j'allais dire, c'est la contre-culture allemande. Et vous savez, les Américains ils disent Washington DC, ça ne veut pas dire District of Columbia, ça veut dire Dysfunctional Capital, capitale qui dysfonctionne. Et j'allais dire, tous les Américains regardent Washington comme le pire lieu de la création, où le deep state a influence sur l'ensemble. Je pense aussi que Berlin est perçu comme cela aussi, c'est-à-dire un endroit qui mange des crédits et qui j'allais dire, est dans une course à la prestance et aux finances, mais ça l'a toujours été. Ça l'a toujours été. Et c'est donc, un marais comme Washington. Ouais, exactement. Alors en fait, il y a du coup une personne, Karl Steinacker, dans le chat, mais à qui j'ai proposé peut-être d'intervenir directement, qui dit c'est le résultat des guerres de Napoléon que Berlin prend l'argent de l'Ouest, la Rhénanie, la Ruhr, etc. J'ai trouvé ça intéressant comme observation. Donc là, je vais envoyer un message pour voir s'il veut intervenir directement. Je lui donne volontiers la parole. Ce serait intéressant de. Voilà, parce que j'allais dire, le gagnant de Napoléon, c'est pas Berlin, c'est la Bavière. Il faut se rappeler que la Bavière du royaume, c'est Napoléon, et que le marquis de Montgelas, qui était un des grands intellectuels, a créé le centralisme bavarois, puisqu'il a fait en sorte que l'université déménage et à Munich. C'est-à-dire, le vrai vainqueur en Allemagne de cette période, c'est la Bavière, qui a été, j'allais dire, renforcée, enrichie, etc. Et j'allais dire,
il y a ce côté-là, pour moi. Karl peut-être n'est pas d'accord, c'est ça qui est intéressant dans cette discussion. Oui, bonsoir, c'est très intéressant de vous suivre et et votre livre, je trouve ça c'est vraiment extraordinaire. Je vais essayer de l'acheter ici à Berne si c'est possible. Mais c'est que je veux dire sur l'histoire de la Prussie et que en fait c'est après le congrès de Vienne où les grands pouvoirs, la Russie, l'Angleterre, ont décidé qu'il faut avoir une puissance allemande aux frontières de la France. Et ils ont donné la Rhénanie et la Ruhr aux Prusses. Et c'est seulement depuis ce temps-là que Berlin a la capacité d'exploiter les ressources de l'Ouest. Et aujourd'hui, ça continue comme c'était le cas au 19e siècle. Et voilà, ça c'est... Je ne dis pas ça parce que je suis de Cologne, mais la vérité, en fait, est que aujourd'hui, plus que jamais, vit sur les ressources des autres landes ici. Voilà. C'est peut-être les destins des capitales. Alors moi, j'aime bien parce que, encore une fois, pour faire un clin d'œil à Ben, les grands clubs de la Ruhr s'appellent Borussia Dortmund. Borussia, ça veut dire prussien, puisque Borussia, ça veut dire presque russe. Et c'est comme ça qu'on appelait les Prussiens, puisque pour Napoléon, les habitants de ce territoire, on les appelait les presque russes, les Borusse. Et j'allais dire, on explique comme ça les Borussia Dortmund et les Borussia Mönchengladbach. C'est des clubs qui ont été créés par les Prussiens, des protestants prussiens, au cœur de la Ruhr, qui étaient plutôt catholiques. Donc, on a toutes ces histoires-là qui sont intéressantes et qui montrent bien l'influence, en effet, de la Prusse dans ces territoires et qui va même sur l'aspect très culturel que représentent les clubs de foot. Club de foot Borussia Dortmund, qui était vraiment le club des forces occupantes prussiennes, protestantes, contre les forces locales qui étaient plutôt catholiques. Et donc, des clubs comme Schalke, qui est un club qui était plutôt catholique, qui est situé à quelques centaines de mètres du stade de Borussia Dortmund. C'est le club plutôt catholique, alors que Dortmund, c'était à l'histoire le club plutôt protestant. Donc, on a un peu la même chose que quand vous êtes à Glasgow. Si vous êtes du Celtic, on sait très, très bien quelle religion vous avez. Et si vous êtes des Rangers, on sait que vous êtes protestant. Si vous êtes du Celtic, si vous êtes catholique. Et l'histoire aussi allemande se joue aussi dans ce domaine-là qui est intéressant. Oui, et comme quand les Prusses ont pris Cologne, ils ont fait deux choses. Hein. Ils ont d'abord fini avec la cathédrale parce que les deux tours n'étaient pas là. Et deuxièmement, ils ont construit une gare jusqu'à côté de la gare. La Prussie, c'est un pays qui a été construit sur les gares. C'est les chemins de fer qui ont fait ce pays. Voilà. C'est l'armée prussienne qui avait besoin de cet outil. Si on se rappelle la guerre du 171, la guerre du 171 a été gagnée par le chemin de fer allemand, puisque c'est comme ça qu'on a transporté 400 000 soldats sur le front de l'Ouest, puisque pour les Allemands, c'était le front de l'Ouest, et on a transporté 400 000 soldats en quelques heures de la Prusse vers les théâtres d'opération en Lorraine et en Ardennes. Et c'est grâce au chemin de fer qu'on a réussi à cet extraordinaire saut logistique qui a été l'équivalent de nous, c'est nos taxis de la Marne. Les taxis de la Marne, en 1871, c'était les trains allemands, les trains prussiens qui ont permis de transporter les soldats sur le front. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut encore intervenir. Je regarde si dans le chat, il y a des questions ou des choses. Voilà, non. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on aborde ou est-ce qu'on va tout doucement vers une fin de cette rencontre? Parce que je pense qu'on pourrait parler encore longtemps. Moi, on a tout notre temps, mais je vois que ça fait
Voilà, ça fait presque 1h30 qu'on échange. Gilles, peut-être? Voilà, moi j'allais dire, peut-être les endroits de demain, c'est en effet l'aéroport de Tempelhof, qui est peut-être aussi un endroit intéressant. D'abord un champ de manœuvre, puisque Tempelhof-Feld, c'est un champ de manœuvre prussien, de l'armée prussienne, transformé en aéroport, qui aujourd'hui est transformé en parc urbain, qui a des réflexions pour l'habitat. Je veux dire, voilà, il y a des lieux comme ça à Berlin qu'il faut suivre, parce qu'ils disent beaucoup de choses, à la fois du politique, de la vision de la ville. C'est pas lui qui a une ville à Berlin, on la rencontre, on la vit, et de la manière dont l'architecture aussi se vit encore, et j'allais dire permet d'avoir une vision de la ville qui se transforme. Tempelhof, c'est le Luftbrücke, c'est le pont aérien, c'est les Américains, etc. Donc il y a plein de choses qui sont intéressantes et qu'il faut considérer comme cela. Mais d'ailleurs, tu as raison, c'est très actuel de dire qu'il faut suivre Tempelhof-Feld, puisque il y a quelques années, il y avait eu un référendum pour contrer justement, enfin pour dire si oui ou non on pouvait construire sur 20% de la surface aux bordures de Tempelhof-Feld une bibliothèque, mais aussi des logements, etc. Bon, ça avait été repoussé et donc le référendum ici à force de loi, voilà. Mais pour autant, un nouveau projet est en train d'émerger. Enfin, c'est-à-dire que le Sénat va remettre la chose sur le tapis. Donc, bon, pas avant les élections, ça maintenant, c'est sûr, mais enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Effectivement, je pense que tu as raison de dire qu'il y a. C'est un bon point d'observation, c'est-à-dire le devenir de ce Tempelhof-Feld, avec ou sans construction, ou s'il y a construction, quelle construction, dans quel contexte, comment, etc. Ça va dire beaucoup du rapport de force qui va avoir lieu dans les années qui viennent, quoi. Ah, alors du coup, Luc demande dans le chat une conclusion en allemand de Gilles. Danke, Luc. Schwer zu sagen, aber ich meine, Berlin ist eine lebendige Geschichte. Ich meine, wenn wir Paris gucken, glauben wir, es ist eine Stadt, eine beendete Stadt, eine Stadt ohne Zukunft, ohne Impuls. Es gibt wie kann man sagen, eine Museum, eine Stadt der Museum. Berlin lebt nur. Und der Kölner, Sie haben ein Sprichwort bei der Ruhr, der Pott kocht für Ruhrgebiet. Ich meine, die Stadt Berlin kocht noch. Und das ist sehr interessant für eine Stadt, der kocht noch. Und für einen Kölner, ich habe das Lied im Kopf von Liebe deine Stadt, von einer Gruppe, eine Sängergruppe, da ist Liebe deine Stadt mit Podolski am Ende, der singt. Das ist so eine Stadt, der lebt, der kocht. Berlin kocht noch. Das ist eine gute Erzählung, meiner Meinung nach. Merci Gilles d'avoir répondu à la demande de cette conclusion en allemand. Alors, du coup, merci à toi. Je propose qu'on finisse là-dessus. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette rencontre qui était la première rencontre sur mesure. Voilà, je pense qu'il y en aura d'autres. En tout cas, on est très, très heureux d'avoir pu inaugurer ces rencontres-là avec ton livre, Gilles. Et vraiment, merci à toi pour ta participation et puis merci à toi pour ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt, Gilles. Au revoir. Au revoir. Salut Gilles.